Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2026. Bienvenue dans mon traditionnel top 10 des meilleurs films d'horreur de l'année 2025. Petit avertissement avant de commencer la vidéo, pour préparer ce top, j'ai synthétisé toutes les sorties cinéma et ou plateformes ayant eu lieu en France au cours de l'année 2025. Il est donc normal que certaines productions antérieures mais qui n'ont pu être distribuées que lors de l'année 2025 paraissent dans ce top. Ça évitera les commentaires et les critiques désobligeantes. Concours de bits. Comme pour les années précédentes, ce top représente avant tout mes goûts personnels et il n'est en aucun cas à considérer avec objectivité. Chacun ses goûts, bien évidemment. Enfin, pour terminer, même si je suis un mort du cinéma, je ne peux évidemment pas tout voir, il n'y a pas que le fantastique qui m'intéresse. Mais bon, avec plus de 260 films vus cette année pour la première fois, en enlevant la centaine de films qui n'appartiennent pas au genre horreur et les films qui datent d'avant 2025, on va bien arriver à bricoler un top 10 exclusivement centré sur l'horreur au sens large. Voici donc pour vous le top 10 des meilleurs films d'horreur de l'année 2025. On commence tranquillement ce top 10 avec un film sorti cet été en salle, Évanoui ou Weapons de son titre original. Une histoire singulière dans laquelle tous les enfants d'une même classe sauf un disparaissent mystérieusement une nuit tous à la même heure. Un récit bien structuré et assez fluide, divisé en 6 parties distinctes avec à chaque fois le point de vue d'un protagoniste différent pour converger vers un final dantesque. Une proposition assez innovante, surtout dans le genre possession-sorcellerie qui reste néanmoins accessible à un public mainstream, ce qui a eu le mérite d'en faire un classique de l'épouvante quasi instantanément après sa sortie. Ainsi s'explique grandement la présence de ce film dans mon top 10 au détriment d'autres pellicules plus discrètes mais tout autant qualitatives, surtout que Évanoui est à la base une production indépendante qui a cartonné aux US avant de débarquer chez nous. On retiendra les scènes d'horreur généreuses qui exploitent nos peurs primales tout en composant avec une légère dose d'humour et beaucoup de tension. 3 ans après son génial Barbare, Zach Cregger nous prouve une nouvelle fois qu'il est un des nouveaux noms majeurs du cinéma d'horreur, et dans un registre totalement différent. Une bonne nouvelle pour celui qui reprend la franchise Resident Evil dans un prochain épisode à paraître normalement à l'été 2026. Vous regardez bien. Voici une nouvelle perle à ajouter à la longue liste des films de folk horror moderne post-Midsommar. Après le meurtre d'un membre de sa communauté, la fille du pasteur voit sa paranoïa accroître tandis que se répandent dans le village des rumeurs d'une créature qui rôde dans les bois. Estampillée folk horror, cette pépite venue de Grande-Bretagne coche toutes les cases du petit film indépendant où se mêlent sorcellerie, monstres et drame familial. Le genre de film comme on en voit très fréquemment ces dernières années, sauf que celui-ci cumule de nombreux points forts qui le font sortir du lot. Déjà une durée relativement courte d'1h20 qui permet une immersion directe dans le folklore du film et évite les longueurs propres à un style qui aime prendre son temps, jouer sur les ambiances et les décors. On n'a pas le temps de s'ennuyer et c'est tant mieux. Ensuite, la structure du récit, linéaire, mais toutefois entrecoupée de brefs flashbacks qui aident à la compréhension, le tout bénéficiant d'un solide montage et de quelques scènes marquantes. Celle du rêve à la moitié du film marquera certainement les esprits. Bien que les thématiques abordées dans The Severed Son soient semblables à n'importe quel film de folk horror moderne, à savoir l'émancipation féminine face au patriarcat et surtout le puritanisme religieux, chouette cocktail en somme, le film se démarque par son ambiance envoûtante, emmené par un casting franchement excellent. Les acteurs sont tous très à l'aise dans leurs rôles respectifs et étonnants de justesse. Et tout ça sans se perdre dans des dialogues interminables, le film est peu bavard, mais on comprend tout de suite les intentions et le ressenti de chaque personnage. Cerise sur le gâteau, cet antagoniste, sorte de créature sombre et silencieuse, est des plus réussis. Rarement vu un truc aussi stylé dans l'horreur depuis un bon bout de temps. The Severed Son, le soleil rompu en anglais, est en définitive un conte vicieux à l'atmosphère soignée, qui bouscule les codes établis et va chercher la noirceur là où elle est la plus terrifiante, dans l'âme humaine. Le film le plus hermétique et minimaliste de cette sélection, mais qui réinvente complètement le film de sorcière. Premier essai d'un duo de cinéastes américains encore inconnus jusque-là, Falling Stars nous conte une légende redneck de sorcières venues terroriser les habitants d'une région reculée des États-Unis.
La mise en abîme dans ce folklore inhabituel, avec ses codes bien établis que seuls les personnages du film semblent avoir assimilés, nous rappelle un certain Wenny Wollers. Mais la comparaison s'arrête là. Pas de gore, pas de violence, ni même de jumpscare. Falling Stars est un film d'ambiance à l'aura mystérieuse qui tisse toute son intrigue autour d'antagonistes qu'on devine plus qu'on ne les voit. Un exercice vraiment intéressant, l'horreur n'est que suggérée, où la tension réside dans des hors-champs très malins et des dialogues qui font mouche. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Réservé à un public réceptif à l'abstrait et au minimalisme, imaginez un Skinamarink dans le désert, mais sans le côté expérimental. Falling Stars m'a vraiment laissé un très bon souvenir, une proposition audacieuse qui prend énormément de risques, quitte à perdre une partie de son auditoire venu rechercher des monstres et de l'action. Un film de sorcière sans sorcière. Enfin du renouveau dans la thématique de la sorcellerie. Going for a drive. Nothing's gonna happen. Love you. See you soon. « 14 ans après la claque Grave Encounters, qui suivait une équipe de télé d'une émission de chasseurs de fantômes dans un asile désaffecté, Stuart Ortiz est de retour avec un nouveau found footage, cette fois-ci mis en scène avec un format documentaire true crime. Strange Harvest est donc présenté comme une enquête policière se déroulant sur plusieurs décennies, qui suit la traque d'un tueur en série insaisissable aux méthodes singulières et macabres. Autant le dire d'entrée, les dernières baffes que j'ai reçues avec le procédé du documentaire fictif remontent à 2015 avec Savage Land pour les zombies et à 2008 avec Lake Mungo pour les fantômes. Voici donc un troisième long métrage à ranger aux côtés de ces deux précédents pour compléter la collection avec cette fois-ci une histoire sordide de tueurs en série. Un montage frénétique et alambiqué sans réel temps mort dans lequel on suit chronologiquement les agissements de Mr. Shiny qui tue arbitrairement sans état d'âme des pauvres innocents de façon méticuleuse dans des mises en scène horriblement macabres suivant la narration des faits par les policiers en charge de l'affaire. Le récit est illustré par des images de pièces à conviction, vidéosurveillance des scènes de crime et autres caméras embarquées de la police lors de leurs interventions. On est plongé directement dans cette affaire de meurtre rituel méticuleux où rien ne nous est épargné visuellement. Le film se veut très démonstratif en accumulant les effets graphiques au fur et à mesure des découvertes de nouvelles victimes. Attention donc aux images chocs. Le format documentaire, alternant les interviews de témoins et des familles de victimes avec la traque policière, ajoute ce soupçon de réalisme bienvenu qui donne corps à l'ensemble en plus d'être très documenté. L'enquête peut s'appuyer sur différents supports pour proposer une intrigue captivante. Le seul petit défaut qu'on pourrait reprocher à Strange Harvest, c'est justement de disperser un peu trop la narration et de multiplier les incohérences dans le cheminement de l'enquête, ou alors les flics sont juste mauvais et naïfs, ce qui en soi peut être vu comme une qualité, ça renforce le côté humain des personnages et donc rajoute une couche de réalisme au film. Si vous êtes friand des documentaires true crime et que vous avez survécu à Megan is Missing, vous allez adorer Strange Harvest avec ce petit côté ésotérique en plus, puisque sans trop en dévoiler, on a en toile de fond une cosmogonie digne d'un roman de Lovecraft, véritable moteur du passage à l'acte de notre redoutable et abominable tueur en série. En ce qui concerne le cinéma de genre, 2025 aura été sans conteste l'année de l'Australie. On pourra citer le très bon The Surfer avec l'incontournable Nicolas Cage, mais le film de l'été à ne surtout pas manquer était bel et bien Dangerous Animals. Quatrième film du réalisateur Sean Byrne, après la comédie gore The Loved Ones et le home invasion suffocant de Devil's Candy, deux pépites que je vous recommande vivement, l'Australien s'attaque ici à la thématique des requins. Et les films de requins de qualité, ça ne court pas les rues. La plupart du temps, on a une ribambelle de nanars, alors quand il y en a un qui sort du lot, il faut le mettre en avant. Dangerous Animals est donc un thriller dans lequel un tueur en série sadique organise des sorties en mer pour les touristes afin de les donner en casse-croûte aux grands prédateurs des récifs océaniques. Une revisite maligne du film de requin puisque l'animal en question n'est donc plus ici le méchant de l'histoire. On ne peut que saluer la démarche du réalisateur qui réhabilite ici l'image de ce prédateur mal aimé du public. Côté mise en scène, le suspense est au rendez-vous dans un survival tendu qui rappelle le très sympathique Instinct de survie, où les décors somptueux de cartes postales cachent en réalité une hostilité des plus inconfortables.
Oui, en 2025, il est encore possible de faire de bons films de requins à condition de renouveler un peu l'utilisation de cet animal dans un registre fantastique et surtout de changer de point de vue, car l'animal le plus dangereux sur Terre, c'est bien l'homme. C'est un méchant, toi. Il est méchant. Il est pas gentil, le monsieur. Oh, allez, réagis pas comme ça. C'est ton tour de briller. Sorti en tout début d'année au cinéma, Companion fait partie des agréables surprises qu'on n'attendait pas forcément. Son visionnage faisant plus objet d'une curiosité de ma part et d'une joie non dissimulée de revoir la sublime Sophie Thatcher à l'écran, quelques semaines seulement après le sympathique Hérétique. Companion, sans en dévoiler trop pour ne pas gâcher la surprise, est un film à twist dont l'intrigue est complètement bouleversée une fois passé le premier tiers du film, dans lequel on suit un jeune couple de tourtereaux en vacances dans une villa isolée avec 2 autres couples d'amis. Ce qui s'annonçait comme un week-end détente va vite se transformer en cauchemar. L'idéal est, comme je le disais précédemment, d'en savoir le moins possible avant de voir le film, même si de ce côté, son titre et son affiche constituent déjà à eux seuls un léger spoil. Companion est un excellent thriller teinté de SF réaliste et pas si éloigné de notre monde contemporain, qui ravira les amateurs de la série Black Mirror, même si l'on peut absolument la catégoriser dans l'horreur sans trop de problèmes, grâce notamment à un contenu violent, angoissant, et juste ce qu'il faut d'hémoglobine pour coller une limite d'âge. Nous avons affaire à un film à twist, donc, qui arrive très tôt dans le film et rabat complètement les cartes pour nous faire basculer d'une façon très intelligente vers un mélange de home invasion et de survival. Habile, magnifiquement mis en scène et prenant du début à la fin, on n'en demandait pas tant. Ça aurait été pour moi une très bonne découverte, pour l'avoir revu plusieurs fois, même en n'ayant plus l'effet de surprise au premier visionnage, on l'apprécie d'une façon différente. Petit bijou fantastique bourré d'humour loufoque, Dead Talent Society pourrait être vu comme le pendant horrifique de Monstres et compagnie. En résumé, le film nous présente une version moderne de l'au-delà, où les défunts sont en compétition pour effrayer les vivants, afin de gagner en popularité et ainsi éviter de tomber dans l'oubli et de disparaître à tout jamais. Critique acerbe et piquante de l'obsession de la réussite et de la recherche de célébrité, Dead Talent Society, avec son univers complètement déjanté et ses personnages très touchants, souvent attendrissants, tape dans le mille avec son humour burlesque tout en ajoutant la dose nécessaire de gore et d'ambiance creepy propre à un film d'épouvante. Une réalisation et une direction d'acteurs maîtrisées permettent à ce film d'être à la fois drôle et touchant, tout en visant juste dans son propos à charge contre la culture du paraître et les dérives de la notoriété. Tout est parfaitement coordonné, de l'humour noir illustré par des gags visuels qui fonctionnent à merveille, au côté fantastique, appuyé par des scènes de flip plutôt réussies. Ouais, parce qu'à la base, c'est quand même un film de fantômes. Je me permettrai pas la comparaison avec Beetlejuice, comme j'ai pu le lire dans certaines critiques, parce que c'est pas tout à fait le même délire, et puis de toute façon, Tim Burton, c'est pas ma came. Mais Dead Talent Society est une comédie horrifique rafraîchissante à voir absolument. Avant de passer aux choses sérieuses, une fois n'est pas coutume, petit tour d'horizon des sorties marquantes qui auraient pu faire partie de cette sélection. Très grosse surprise pour ma part que le film d'exorcisme The Surrender, sorti de nulle part qui vaut vraiment le coup d'œil. The Ugly Stepsisters, dont on a beaucoup entendu parler, aurait pu également être dans le top 10. Cette revisite radicale du conte de Cendrillon n'est pas à mettre devant n'importe quel public. L'expérimental Good Boy a énormément fait parler de lui et est une sortie remarquée qui mérite son succès critique, à l'inverse de la suite tant attendue 28 ans plus tard, que j'ai personnellement beaucoup aimé, contrairement à beaucoup de critiques. Les comédies horrifiques aussi méritent une petite place d'honneur avec le très cool Getaway, slasher sanglant et très surprenant. Dans les sorties plus intimes, le film de fantôme Les Maudites, venu du Mexique, est également très bon. Enfin, la plateforme Shadows nous a également gâtés avec des pépites très variées mais toujours très qualitatives. De la folk horror contemplative avec Hérésie, au drame familial intimiste avec le douloureux Mom, en passant par la bizarrerie psychologique de A Desert, mais aussi le festival horrifique de Traumatica, parfaitement calibré pour la soirée d'Halloween. Et pour terminer, même s'il n'a pas encore été distribué en France, le dernier volet de la saga VHS, consacré à Halloween, vaut vraiment le détour, un des meilleurs de la franchise sans aucun point faible, un vrai tour de train fantôme.
La première place du podium est décernée à De Moor, petite pépite du cinéma d'épouvante britannique, jusqu'alors inédite chez nous, et qui a débarqué cette année sur Shadows. Dans la campagne anglaise, une jeune femme est contactée par le père de son ami d'enfance, enlevé et assassiné, pour enquêter sur une lande de terre mystérieuse qu'il pense hantée par l'esprit de son défunt fils. Le genre de film à l'ambiance sombre et avec une trame narrative lourde et pesante où les atmosphères sont au centre du récit et ne laissent que peu de place au confort du spectateur. Dans un décor vaste et désolé mis en lumière de la plus belle des façons, on assiste à un film intimiste et émouvant où la folk horror se mêle au drame familial. Une ambiance oppressante, sublimée par le brouillard, à la manière d'un Silent Hill, vient contrebalancer des scènes fantastiques disséminées avec parcimonie mais toujours efficaces. On sent bien les influences britanniques, ça rappelle Oddity, voire même Possum par moments. Le gros point fort du film, outre des personnages plus qu'humains auxquels il n'est pas bien difficile de s'identifier, c'est avant tout ce paysage à la fois majestueux et déprimant qui fait office de méchant dans le film, par son emprise sur les protagonistes et également le spectateur, et son aura malfaisante. De Moor est un film magnifiquement déprimant, où l'on s'enfonce dans la tourbe avec les personnages, incapables d'apercevoir une lueur d'espoir à l'horizon. Si vous aimez les films d'ambiance, où le ressenti est plus important que le contenu, foncez, vous allez adorer. À la seconde place du podium, on retrouve sans trop de surprise le film événement du printemps, Sinners, une comédie musicale avec des vampires, par un réalisateur et un acteur principal plus habitués aux blockbusters et aux films d'action qu'au cinéma de genre, comme quoi. Sinners et sa bande-son absolument géniale, qui vous hantera de longues semaines après avoir vu le film, est un improbable mélange des genres. Le film arrive à capter l'attention du spectateur par sa musique, je l'ai déjà dit, mais aussi son histoire. Celle de deux gangsters revenus dans leur ville natale pour essayer de faire le bien autour d'eux, d'un contexte historique lourd, la ségrégation raciale dans les années 30 aux États-Unis, et un développement du récit autour d'une attaque imminente de vampires sur un lieu de culte, ici une salle de concert. Tant de thématiques très différentes et difficiles à imbriquer ensemble dans un récit, tout en gardant une cohérence, une cohabitation entre des genres si contradictoires. Mais la tâche est relevée avec brio dans un film somptueusement délicieux. L'horreur, bien que toujours présente et prête à surgir de nulle part, ne prend jamais le dessus sur l'intrigue principale. J'ai pu lire à de nombreuses reprises qu'il a été comparé avec Une nuit en enfer, mais pour avoir revu Sinners plusieurs fois cette année, je ne peux que confirmer le fait qu'il soit bien meilleur que celui-ci. Un jour, tu le retrouveras devant chez toi. Pour terminer, le voici, le meilleur film d'horreur de l'année 2025 par les frangins australiens à qui l'on devait déjà le très sympathique La Main. Substitution, ou Bring Her Back, suit le parcours de deux adolescents qui se retrouvent orphelins suite à la mort tragique de leur père. La plus jeune, malvoyante, est placée en famille d'accueil alors que son demi-frère, pas encore majeur, ne peut pas la prendre sous tutelle. Ils sont alors accueillis tous les deux par une ancienne psychologue ayant elle perdu sa fille, et qui loge également un plus jeune garçon mutique au comportement étrange. À peine 3 ans après le très prometteur La Main donc, qui avait fait son petit effet, même s'il était très teenager, les frères Philippou sont de retour avec un second film qui aborde lui aussi le deuil et les relations familiales, mais sous un angle différent et surtout de façon beaucoup plus abrupte. Substitution est un film d'horreur au sens large du thème, c'est-à-dire qu'il mélange habilement la terreur psychologique et le gore très graphique et qu'il pioche allègrement dans les divers sous-genres de l'horreur pour les restituer avec une aisance folle. Au programme des familles endeuillées, de la manipulation, une entité maléfique et des scènes coup de poing dont on reparlera de l'impact pendant longtemps. Si l'on reste à peu près sur la même ligne directrice que La Main, ce second film balaie tout ce que nous avaient proposé les deux réalisateurs pour enfoncer le clou et traiter le même sujet mais frontalement, sans filtre. Une histoire poignante, des personnages touchants et des acteurs ultra convaincants, la prestation de Sally Hawkins dans le rôle de l'antagoniste est incroyable, à l'égal de Toni Collette dans Hérédité. On la déteste autant qu'on compatit à sa souffrance, et que dire du rôle des gamins, on souffre avec eux.
Un mélodrame familial sur fond d'horreur pure, terrifiante, celle qui vous secoue bien comme il faut. Le film se veut sombre et malsain, ça pue le malaise de A à Z dans tous les recoins du décor. Car quand les passages d'horreur absolument infâmes s'éclipsent, c'est pour laisser la place à la terreur psychologique qui assaille les personnages, tous traumatisés et donc très vulnérables. Derrière le gore macabre et des idées visuelles remarquables, dont elles auront forcément un impact sur les fans d'horreur, se cache un film d'horreur très poétique et d'une grande tristesse, qui prend aux tripes sûrement parce que ça touche aux enfants. Bring Your Back est bien la grosse baffe de cette année, on en prend plein la vue, on ne décroche pas une seule seconde du récit et on ressort lessivé. Oh, Laura, yelling at me, making a mess. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je sais que vous êtes peu nombreux, d'où mon désintérêt à sortir plus souvent du contenu sur YouTube. Je continue malgré tout à publier régulièrement sur Facebook et à réagir sur les actualités, et je suis de plus en plus lu sur Sens Critique, ce qui est une véritable motivation pour la suite. Comme d'habitude, je suis très friand de vos retours et j'aimerais beaucoup que vous me partagiez vos avis et vos coups de cœur de l'année 2025. Il m'arrive parfois de faire d'agréables découvertes quelques temps après la sortie d'un film. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, et à bientôt dans les salles obscures.